C'est pas n'importe quoi en fait. Ça est très étudié. Bravo les travaux, la perceuse, bonsoir. Allez. Par désir. Tant que j'ai envie, je filme. Par désir, par plaisir. Voilà, tout simplement. Et le jour où je n'aurai plus de désir ni de plaisir, ben, j'arrête de filmer, ce n'est pas un problème. Ce ne sera pas un problème si ça arrive. Je crois que toutes les étapes me plaisent à des degrés divers. Je n'ai pas de moment préféré. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup le tournage, à l'inverse de pas mal de réalisateurs, parce que je sais que le tournage parfois peut être une espèce de corvée parce qu'il faut bien passer par là. Mais quand même, c'est le moment du tournage que le film se fait, qu'enfin le rêve se réalise quelque part. Et tout ce qu'il y a, bon, avant évidemment c'est différent puisque le film va se faire, mais ce qui vient après, le montage, le film existe déjà, tandis que lorsque le film se fait, ce moment d'immersion qui est le tournage pour moi, où je me mets un peu dans une vie monacale, c'est-à-dire que je vis 24 heures sur 24 avec le film, je me retire un peu du monde en dehors du plateau pour réfléchir au tournage du lendemain. Je n'ai pas de moment préféré, tous les stades du film me plaisent et il y a peut-être un moment qui est particulièrement presque pas, je pourrais dire presque émouvant pour moi, c'est le moment du mixage. Parce que c'est au mixage pour moi que le film se termine, que le film existe vraiment. Comme j'aime bien dire, c'est au mixage que l'enfant parle. Et là, c'est vraiment, voilà. C'est là où le film, quelque part, commence à partir et à tracer sa propre route. Mais je n'ai pas ni de moment particulièrement détesté ou ni de moment particulièrement adoré. Tous les stades me plaisent, quoi. Avec peut-être un petit plus pour le tournage, c'est vrai. Il y a quelque chose qui est purement dans l'action, qui est très physique, et c'est lui à la rigueur où j'ai l'impression de réfléchir le moins, mais en fait c'est là aussi où je réfléchis beaucoup. J'ai rencontré quelques personnes, parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin de rencontrer énormément de gens, qui m'ont éclairé. Comme ça en vrac, un peu dans l'ordre chronologique, je citerai Marcel Hanoun qui, il y a très longtemps, m'a encouragé à continuer. À l'époque, je faisais essentiellement du Super 8. Lui, il faisait des films en 35. Et il était curieux de ça, puis il m'a encouragé à continuer. J'ai même travaillé un peu avec lui. Et puis, bon, par la suite, il y a eu d'autres rencontres. Celle qui est la plus régulière actuellement, qui est une très belle histoire, c'est avec Alain Cavalier, bien sûr, qui est dédié le film ainsi qu'à François Villehoff. Donc il y a quelques personnes, même des gens qu'on ne connaît pas, qui m'ont dit des petites choses. Il y a un ami qui s'appelle Joël Valls qui m'a vraiment fait comprendre que le Super 8 pouvait être aussi important que le 35, alors qu'à l'époque, il y a une trentaine d'années, je pensais que ce n'était qu'une marge pour faire de ce que j'appelais des films sérieux, c'est-à-dire les films en 35, et je me suis aperçu que en Super 8, il peut y avoir des films aussi qui ont la même qualité émotionnelle, esthétique qu'un film fait avec beaucoup plus de moyens. Et c'est peut-être, du coup, c'est pas un hasard probablement que ce film soit tourné avec un téléphone portable. Déjà, c'est aussi à force de faire ce qu'on appelle du réel, c'est-à-dire de faire un journal filmé et aussi des archives, entre autres des films sur les villes, comme je vais en faire un peu un matin sur Dijon, les villes où je vais pour la première fois. Je n'ai tiré quelque chose de très personnel, c'est que pour moi le réel n'existe pas au cinéma. Le cinéma est une reproduction du réel par des moyens artificiels, et c'est ça qui m'a donné envie de faire des films quand j'étais tout petit. Et c'est pour ça que pour moi, faire ce qu'on appelle un documentaire ou une fiction, bien sûr que ce sont des genres différents,
mais ça part de la même conception. C'est-à-dire que effectivement, je dirige différemment des comédiens qui lisent un texte appris par cœur, de personnes qui racontent leur propre vie, mais le dispositif correspond à un espace de ce que j'appelle de mise en scène. Parce que pour moi au cinéma, toutes les mises en scène, commençaient par les frères Lumière. Et qui, en filmant la sortie du Lumière, qui en plus existe en plusieurs versions, puisqu'il y avait une sortie d'été, une sortie d'hiver, je ne sais pas si on existe d'autres. Déjà par le choix du cadre, évidemment ils ne théorisaient pas, puisqu'ils étaient les premiers, mais ils faisaient déjà, ils utilisaient l'idée de mise en scène. Et donc pour moi la fiction, l'idée de fiction est très large au cinéma, puisque moi je reparlerai plutôt d'illusion, ou raconter une histoire, et même quand je fais un documentaire, j'essaie de raconter une histoire. Donc pour moi, sans dire que tout est fiction, ça peut devenir très vite. Je suis peut-être pas très clair, mais ça dépend comment vous recevez le film, comment vous vous identifiez à ce qui vous est raconté. Mais moi en tout cas j'ai tendance à mettre de la fiction là où en principe il n'y en aurait pas, à un tel point qu'à bout d'un certain temps je ne sais plus si c'est vrai ou pas. Mais en même temps ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi, parce que ce qui m'intéresse c'est de créer des petits mythes, des petites légendes, des petites histoires qui vont devenir des choses en partie inventées et qui vont devenir autre chose. Là j'étais dans le train qui avait 1h30 de retard et il m'arrivait plein de petites histoires qui à elles seules composaient un film. Je pensais à Tati, au surréalisme, j'ai vécu un film qui au lieu de durer 1h30 a duré 3 heures, c'est-à-dire la durée du trajet Paris-Dijon, qui était la durée réelle du trajet Paris-Dijon avant le TGV, je crois bien. Donc voilà, donc j'ai vécu un film de 3 heures au lieu d'1h30, et c'était extraordinaire. Et à partir de là, ça peut me donner des idées pour créer une fiction. Par exemple, j'ai eu droit au gars classique, le train ne partait pas, et à un moment donné, on a vu à la fenêtre, on croyait que le train bougeait, en fait c'était pas notre train, c'était celui d'à côté, voyez. Donc voilà, tout ça je me suis dit évidemment, et comme avec le cas de la fenêtre ça faisait écran, c'est un plan de cinéma, c'est une idée de cinéma déjà. Donc tout ça peut induire une fiction. Oui, un peu. À la rigueur, je dirais pas assez parce que ça m'intéresserait, parce que je trouve déjà le cinéma est une industrie, hein, je ne peux pas le nier. La contrainte est quelque chose d'intéressant, ça dépend évidemment de quelle contrainte. Moi je ne suis pas contre de faire des films dans l'industrie, parce que je pense que c'est dans cette contrainte-là qu'on peut trouver des éléments de liberté. Alors ça dépend qui vous avez en face de vous, quel genre de producteur vous avez en face. À Hollywood, dans la grande période d'Hollywood, les producteurs n'avaient pas fait les grandes écoles, c'était des conducteurs de tram d'Europe de l'Est, c'était des tailleurs, c'était des autodidactes, et ils avaient le flair, c'était des gens qui avaient inventé une industrie et en même temps qui avaient créé un art. Ils étaient eux-mêmes des artistes. Donc tout ça est très complexe, moi je ne suis pas contre l'industrie de ce sens-là. Parce que forcément, ne serait-ce que de faire une cassette en Super 8, c'est déjà acheter la cassette. La cassette que vous achetez, c'est une marque. Donc vous êtes forcément, dès que vous faites une image, vous êtes dans l'industrie. Si je vais très très loin. Mais je ne le rejette pas, parce que je pense qu'il y a des espaces de liberté là-dedans. Et que ce sont des occasions à prendre, encore une fois, sans se faire aliéner. Il faut faire attention à ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose à capturer de ce côté-là. Se servir de l'industrie pour faire ce qu'on appelle pompeusement de l'art, enfin bon, mais je pense que c'est possible et même souhaitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup plus de films qu'avant, et tant mieux, parce que ça veut dire que l'image c'est véritablement démocratisé. Maintenant, ça ne veut pas dire, à mon avis, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de choses intéressantes qu'avant. Mais en même temps, c'est bien que plus de gens aient accès à l'image et qu'on se rende compte que, il n'y a pas beaucoup plus, à mon avis,
personnes qui ont vraiment un univers. Et alors le problème, c'est la durée de vie des films, c'est vrai. Ça, c'est le gros problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un film doit être consommé, pratiquement, je dirais, à la première séance. Et ça, c'est d'une cruauté sans nom. J'aimerais bien que les gens qui ont inventé ça se mettent du côté des distributeurs, des réalisateurs. Enfin, pour voir ce que c'est une horreur. C'est une horreur. Moi, j'ai la chance de faire plusieurs choses, d'être très bien entouré, mais c'est d'une extrême violence. Et je trouve que la chose la plus terrible actuellement, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup plus de films, ça tant mieux, c'est que les films, la durée de vie des films est beaucoup moins importante qu'avant. Et qu'aujourd'hui, on se contente de beaucoup moins de spectateurs qu'il y a 20 ou 30 ans. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On devrait faire des lois, je ne sais pas, pour obliger les gens concernés à laisser les films commencer à vivre, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de films qui ont besoin de temps. Et quand vous savez qu'un film pour un réalisateur, c'est parfois plusieurs années de travail, c'est là où il y a une extrême violence. Et c'est grave, quoi. On devrait même mettre au tribunal les gens qui ont inventé ça.